Ouais. Alors, salut Marie. J'ai fait un texte, hein, carrément. Je t'ai préparé un texte de manière très, très Ok, cadrée. d'accord. J'ai l'impression que tu t'ancres dans une approche progressiste et assez optimiste de la langue française. Je vois que tu publies beaucoup d'articles, vidéos, etc. sur le rapport à la langue, la discrimination qui peut en découler et sur l'interculturalité. Je t'ai contacté après un commentaire que tu as publié sur le compte d'un collègue où tu allais à l'encontre de l'idée répandue, formulée ainsi. La langue française décline, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. Ça, c'est ce que pensent plusieurs personnes. Mm. Pour toi, elle évolue et peut-être pour le mieux. C'est ce que j'ai cru comprendre. Tu as créé un compte Instagram très intéressant appelé Exploration pédagogique, collé et tout au pluriel, si les gens veulent aller dessus, où tu parles de sujets pour repenser notre rapport à la langue, comment rendre un enseignement plus inclusif, etc., etc. Ça va, je me trompe pas pour l'instant? Non, pas du tout, c'est ça. Ok. J'aimerais ajouter que nous avons été collègues en Master 1 didactique des langues à l'INALCO et que depuis nous avons chacun fait nos propres routes sur ce chemin sinueux parfois qui est celui de l'enseignement du FLE. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Donc, moi, c'est Marie. Je suis actuellement professeure de FLE à l'International School d'Amsterdam. J'enseigne principalement au primaire. Je suis aussi prof de théâtre et examinatrice correctrice d'ELF-DALF. Avant ça, j'ai travaillé à l'Alliance française d'Amsterdam et je viens surtout du réseau militant d'accueil des migrants en France et des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et j'ai beaucoup enseigné dans le milieu des ONG avant ça en France. Voilà. Ok, d'accord. Ok, très intéressant. Alors, on va partir sur la langue du coup, Ouais. sur la langue française. Oui. Alors, bon, l'une des principales raisons pour lesquelles je t'invite à participer est de parler de l'usage de la langue. D'un usage prescriptif à un français avec un peu trop de normes en passant par l'écriture inclusive. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à la langue française et comment celui-ci a-t-il évolué? Quelles ont été tes sources d'inspiration dans ta recherche intellectuelle? Donc, moi, je suis d'abord issue d'une formation de lettres modernes Ah, ok. parce que j'ai fait L en fait. J'ai fait L, ensuite je suis partie en lettres modernes. Et honnêtement, j'ai passé plus de temps à essayer de pas lire les bouquins et de trouver des solutions qu'à vraiment plancher, adorer la littérature et tout ça. Tout ce que j'aimais, c'était vraiment le théâtre et la poésie. Et en fait, c'est l'oralité dans la langue, hein, finalement. Ça, je trouve que ça montre bien ça. Et ensuite, j'ai découvert la linguistique. Quel bonheur! Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était comprendre comment les langues fonctionnent. Et donc, c'était ça ma première entrée dans le FLE. D'abord, c'est vraiment la linguistique. Pendant très longtemps, je me suis demandé si j'allais pas travailler, par exemple, chez Google en traitement automatique des langues ou ce genre de choses. Vraiment, c'est de la linguistique pure, le fonctionnement de la langue presque mathématique que j'adorais de base, quoi. Et, euh, et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. Et j'ai découvert la sociolinguistique et puis le FLE par la suite. Et la sociolinguistique, je trouve que c'est passionnant. C'est comprendre pourquoi les gens parlent comme ils parlent, qu'est-ce que ça dit d'eux. Et donc, quelle était la question ensuite? J'avais... Nous Ah parler de oui, ton rapport à la langue française, comment ton oui, rapport à la langue a évolué? oui. Et en fait, je dirais que c'est un courant général de refuser un discours décliniste de manière générale. Moi, depuis toujours, je supporte pas quand mes vieux oncles disent que la jeunesse fout le camp ou que voilà que le monde va mal, que tout ça. Alors bon, on va pas parler de la conjoncture économique ni écologique, hein, ça c'est pas le sujet, mais de manière générale, c'est un discours qui m'a toujours un peu saoulée de croire que la jeunesse était moins intéressante, moins cultivée, plus naïve, plus tout ce qu'on veut que les générations d'avant. En fait, on n'a jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui. Enfin bref, c'est un discours latent que j'ai toujours un peu refusé, Mhm. et surtout quand il est teinté de linguistique, parce qu'en fait, en m'intéressant à la linguistique, je me suis rendu compte que était sur le devant de la scène, quand il s'agissait de parler de langue, des auteurs, des intellectuels, et c'est tout. En fait,
quand on demande à quelqu'un de prendre la parole sur l'état de la langue, sur les questions de linguistique, peu importe, même peu importe le discours, hein, on n'invite jamais les spécialistes du sujet. Euh, un écrivain, euh, j'adore la langue française et je trouve qu'il y a la littérature, c'est quelque chose de merveilleux, mais un écrivain, c'est avant tout un artiste qui utilise la langue française comme outil et qui la langue française pour lui c'est en même temps la fin et le moyen quoi. C'est son objet de travail et en même temps l'objet final. Mais ça n'est pas nécessairement un spécialiste de la langue. Mhm. Prenons un autre exemple, je vais essayer de trouver une autre comparaison. Ben, pour étudier le corps humain, est-ce que ça nous viendrait à l'idée de demander l'avis d'un sculpteur? Je veux dire, oui, en quelque sorte, il est obligé de s'intéresser à la biologie, à la physiologie, à tout ça, mais n'empêche que si on parle d'évolution du corps humain, on va plutôt demander l'avis d'un biologiste, quoi, ou d'un autre scientifique. Et ben, je trouve que c'est un peu pareil pour la langue française, c'est qu'on n'a jamais sur le devant de la scène les spécialistes associés. Je veux dire, la linguistique, c'est une science. Euh, on n'est pas obligé d'être un scientifique ou un linguiste pour être professeur de FLE, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je pense que les meilleurs profs de FLE ne sont pas nécessairement des spécialistes de la langue française, hein. Par contre, j'aimerais bien parfois qu'on entende les gens qui parlent le mieux de ça. Et c'est très rare. Donc tu parles des linguistes, mais tu penses que les professeurs aussi sont peut-être plus à même de parler de la langue française? Ou surtout les linguistes? Euh, je pense que particulièrement les profs de FLE, pas forcément les profs de français au collège ou au lycée, parce que les profs de français au collège et au lycée, eux, ont été bercés par les lettres modernes, la grammaire et ce genre de choses, hein. C'est le même courant, hein, finalement. C'est des profs de littérature oui, et de français de France, les profs de français collège-lycée. Par contre, les profs de FLE, eux, ils sont un peu ambassadeurs de cette langue-là, quoi, Mhm. et ils voient les tentatives des apprenants qui parfois donnent des choses incroyables. Euh, ils voient la variété du français, ils voient toutes ces choses-là. Ils voient qu'on peut parler extrêmement bien français avec un accent. Et ils voient aussi qu'il est possible de faire des fautes d'orthographe ou d'avoir une grammaire assez approximative et par ailleurs d'avoir des grandes idées en français, quoi. Voilà. Je pense que c'est en ça que les profs de FLE ont une parole qui est intéressante. C'est hyper intéressant que tu parles d'accent. Alors là, je fais une toute petite digression, mais Oui, tu dis on peut très bien parler français avec un accent. Alors est-ce que les Parisiens, ils ont un accent? Peut-être? Il oui. y a ouais, est-ce que toi, tu l'as entendu quand tu es arrivé à Paris? Parce que t'as pas grandi à Paris. Bon, en fait, tout le monde a un accent. C'est plutôt que, encore une fois, je prends une perspective descriptive, c'est plutôt que il n'y a pas d'accent. Si on prend l'avis voilà, des éminents écrivains ou de l'Académie française ou ce genre de choses, on imagine qu'il y a un accent pur de Tours ou angevin par là. Bon, au final, c'est une forme de prononciation du français et Hmm. elle n'est pas forcément plus juste, plus normée qu'une autre façon de s'exprimer. Et bon, bah, quand on entend les bourgeoises parisiennes, oui, elles ne s'expriment pas de la même façon que on s'exprime ailleurs. Et par ailleurs, quand on entend euh, des gens en banlieue parisienne ou des personnes, les bobos dans le Marais, oui, c'est des façons de s'exprimer qui sont différentes. Est-ce que c'est des histoires d'accent ou est-ce que c'est une histoire de prosodie, tu vois, un peu de mélodie de langage, je sais pas. Mais oui, il y a des formes d'expression qui sont différentes. C'est clair. Ok, bah c'est super intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ok. Mais est-ce que tu as vraiment aucune peur liée à l'évolution de la langue? Tu sembles défendre le point de vue qui est la langue évolue et c'est tant mieux. Mais est-ce que tu n'as pas peur, tout à l'heure tu parlais de ta famille, de certaines personnes de ta famille qui pouvaient avoir des avis contraires aux tiens, des opinions contraires? On va rester politiquement correct. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur de la jeunesse française qui est de moins en moins portée sur la lecture et de plus en plus portée sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, où je trouve personnellement que la richesse lexicale euh, est parfois assez peu présente. Euh, Alors, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a le fait que la langue évolue
et par ailleurs, un problème, je pense, de- d'accès à la littérature, la culture, la dégradation de l'éducation de manière générale. Je vais d'abord m'intéresser à la langue et ensuite je vais répondre à ça. Non, D'accord. je vais répondre à ça d'abord, en fait. D'accord. Euh, je suis d'accord avec toi que le système éducatif se dégrade. Je suis d'accord avec toi que l'accès à la lecture se dégrade. On voit bien que même pour les jeunes enfants, parfois, euh, le- l'école devient un problème suite au temps passé sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une question dont on va devoir se saisir dans les prochaines années, de régulation d'accès aux écrans. On va devoir trouver d'autres formes de motivation envers la lecture. Ça, je suis d'accord. Par ailleurs, il y a des études qui sont sorties, genre du classement PISA, des élèves qui, par exemple, qui sont moins bons en orthographe. Bah ça, pour moi, ça rebondit complètement sur le deuxième aspect. Oui, on est moins bon en orthographe. Enfin, ça, c'est clair et net, on est moins bon en orthographe. Euh, pour la première raison, c'est qu'on passe beaucoup moins de temps à l'école à faire des dictées, à apprendre les règles d'orthographe. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne crois pas. Je pense que par ailleurs, l'école est accessible à bien plus de gens. Et ça, c'est quand même merveilleux. On parle d'une époque où finalement, il n'y avait que quelques dizaines de pourcents de la population qui allait à l'école. Aujourd'hui, c'est merveilleux de vivre dans un monde où tout le monde va à l'école. On apprend des matières qui sont quand même essentielles. On fait de l'informatique, on apprend à discuter, on apprend à débattre. On a plein d'autres matières et je pense que le moins de temps on passe à apprendre les règles d'orthographe, le mieux c'est, parce que ces règles d'orthographe n'ont pas de sens. Euh, Au niveau de la langue évolue et c'est le signe d'une langue saine. En fait, prenons l'exemple d'une langue qui vraiment décline. Je pense à des langues d'Afrique qui vont mourir, qui sont déjà mortes. Ben, ces langues-là, elles n'ont plus de contact avec les autres langues parce qu'il y a une langue majoritaire qui les écrase. Elles se retrouvent avec de plus en plus de mots pas seulement emprunter des langues, mais coller dans leur langue. Et donc, elles se retrouvent avec des phrases entières où il n'y a que les unités lexicales qui sont des mots en anglais, des choses comme ça. Et donc, elles se retrouvent complètement percées, trouées comme ça, et elles finissent par mourir parce qu'il n'y a plus de locuteurs. Le français, c'est la cinquième langue la plus parlée au monde, je crois. Donc, la langue n'est pas du tout en train de mourir. En ce qui concerne la richesse lexicale, euh, en fait, j'imagine que les élites ont peur que cette élite se perde. C'est ça le fond du problème. On a peur qu'il n'y ait plus de gens capables de s'exprimer comme les autres s'expriment. Déjà, je suis pas sûre. Enfin, je pense qu'il y a encore énormément de gens qui sont capables d'avoir des discours très structurés. Et par ailleurs, la façon dont la jeunesse s'exprime, il y a toujours eu une espèce de sociolecte de la jeunesse, un truc de parler de jeunes. Enfin, il n'y a qu'à reprendre les archives INA. Il y a des Incroyable. pépites C'est incroyable. J'adore. des années 80 où Ouais. les mecs t'expliquent à quel point le verlan c'est stylé. Bon, tu te dis, ils n'étaient pas tellement plus malins que nous, quoi. Mais les mecs de 20 ans des années 80, moi j'ai l'impression que c'est des mecs de 50 ans. Bah, Dans leur c'est manière de les parler. 60. Oui, et en Ouais. fait, c'est les soixantenaires actuels qui t'expliquent que le monde court à sa perte. Les gars, revoyez votre discours parce que souvenez-vous comment vous parliez à l'époque, quoi. Hmm. Donc, je veux dire, là, j'ai vu que le nouveau tic, c'était l'affrication, c'est-à-dire parler comme ça avec, voilà, le tch. Ouais. Voilà. Hmm. Bon, ça va passer, hein. On a oublié le kwakubé, on a oublié à notre époque, je ne sais pas ce qu'on avait comme tic. Bref, le parler jeune, je pense que ça a toujours existé. Je ne suis pas du tout inquiète pour ça. Et par ailleurs, il n'y a pas d'études sérieuses qui montrent que les jeunes ont de moins en moins de richesse lexicale et il y a toujours de plus en plus de mots qui entrent dans le dictionnaire. Donc, même s'ils n'utilisent plus les mots qu'on utilisait à l'époque, ça ne veut pas dire que les mots qu'ils utilisent ont moins de valeur. Par exemple, la maille, la moula, des trucs comme ça, la maille, c'est un mot qui date d'il y a genre 2 siècles et qui revient. Donc, c'est aussi des cycles, quoi.
Moi, je suis pas du tout Moins inquiète de pour ça. ça. Alors moi, c'est moins pour ça. Excuse-moi. Vas-y. Je fais une petite incise. C'est moins pour les nouveaux mots, parce que moi, personnellement, j'ai pas de problème avec l'usage de mots étrangers dans la langue française ou de mots d'argot du XVIIe ou du XVIIIe siècle. De toute façon, le français, il est créé à partir d'apports d'autres langues. Mm. Euh, c'est que je trouve que parfois, ça manque de nuance dans les propos. Euh, Moi, je te prends un exemple, mais tu sais, tous les exemples de vieux cons un peu, bah, je vais te prendre un exemple de vieux con. Euh, mon- J'ai mon micro qui s'est débranché. J'avais le sentiment que mon père, qui n'était pas de langue maternelle, mon père et ma mère qui n'étaient pas de, enfin ma mère si, mais bref, mon père qui n'était pas du tout de langue maternelle française, qui parlait arabe à la base, euh, avait beaucoup plus de nuances dans ces mots que moi, par exemple. Tu vois, par exemple, l'usage du verbe dire ou faire, je vais tout le temps utiliser ça personnellement. Il m'a dit, je dis, je fais, il fait. Et lui pouvait utiliser un panel assez large de mots qui représentaient des idées proches, mais pas exactement les mêmes. Et j'ai l'impression que c'est ces nuances de mots-là qui peuvent avoir tendance à manquer à la jeunesse, notamment quand je vois que les youtubeurs utilisent tous les mêmes expressions. Pour te dire que quelque chose est bien, ils vont te dire c'est incroyable, ou ils vont te dire c'est une masterclass. Quand quelque chose est surprenant, ils vont te dire wesh, wesh, c'est wesh. Tu vois, et c'est juste cette nuance de vocabulaire, ces nuances-là dont j'ai peur moi personnellement. Ok. Le manque Écoute, de... je, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que, surtout sur Internet, les discours ont du mal à se nuancer. Je pense pas forcément à des choix de mots, mais plutôt de manière générale à l'organisation du discours, quoi. Où c'est effarant de ne pas pouvoir avoir une conversation sans aller dans les extrêmes très vite. Et je suis pas sûre que ce soit à cause d'un manque de vocabulaire, mais plutôt à la vitesse à laquelle ça va sur Internet, où on va toujours à l'économie de moyens pour aller au plus vite, au plus court et au voilà. Et du coup, je trouve qu'effectivement, on a perdu en qualité argumentative sur Internet. Il n'y a pas la place pour ça. Je suis d'accord avec toi. Mais dans le réel, pour toi, ça existe toujours. Écoute, moi, je pense que tu as probablement des exemples autour de toi, enfin, des contre-exemples, mais la langue orale, elle est très particulière. Et elle ne représente pas du tout la façon dont on écrit. Et cette langue orale, elle a un seul but, c'est la communication. Et on va toujours à l'économie, au plus court, au plus rapide pour se faire comprendre. Et les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu te souviens du cours, je ne sais pas si tu étais avec moi, à ce cours-là, on avait un cours d'interaction écrit-orale à la Sorbonne qui était très intéressant. crois pas Et que- ce cours-là, en fait, on avait travaillé sur des extraits de conversations Facebook ou de choses comme ça. Et en fait, il nous montrait que ces discours-là avaient exactement les mêmes comportements que de l'oral. Et donc, trans- transposer des codes écrits à ce qu'on trouve sur Internet, ce serait mal interpréter ce qu'on y voit. On ne s'exprime pas sur Internet, on s'exprime par écrit, mais ce n'est pas les codes écrits. Les emojis remplacent les expressions faciales, la ponctuation a un autre objectif. On fait tout pour imiter la façon dont on parle sur Internet. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que ça va à l'économie de mots. C'est quand on s'exprime, on a besoin de se faire comprendre très rapidement, on n'a pas forcément besoin de faire des jolies phrases. Mais je pense qu'on est toujours capable de faire des jolies phrases quand on en a besoin. Par ailleurs, je trouve que sur Internet, c'est très difficile d'avoir une argumentation construite. Ah, c'est très intéressant. J'avais pas pris ce problème dans ce sens-là. Pour toi, c'est plus Internet qui ferait ça que Oui, le manque de vocabulaire possible. Après, je pense tout de même que beaucoup de jeunes, notamment des milieux défavorisés, manquent de vocabulaire. Mais ça a sans doute existé de tout temps. exactement. Je me souviens d'une étude de Chomsky, je pense, à l'époque, quand j'étais en L3, c'était dans mes premiers cours de FLE et d'acquisition du langage, où on nous parlait de la qualité de l'input, c'est-à-dire la qualité du langage qu'on recevait
de langage cible pour apprendre une langue. Et en fait, Chomsky avait démontré que la qualité du langage qu'on reçoit et du coup de langage qu'on peut sortir ensuite, comment on s'exprime, Mhm. dépendait vraiment de la catégorie socio-professionnelle. Il avait démontré que le nombre de mots auxquels les enfants dans la banlieue de Londres avaient accès dans les années 60-70 était vraiment hyper faible comparé aux classes aisées dans le centre de Londres. Et oui, c'est clair et net que la langue et la diversité et la richesse de la langue enfin, est le reflet de la diversité, de la richesse culturelle, économique des milieux, quoi. Je suis pas sûre que ça s'empire. Ouais, ça, tu penses que c'est une donne qui change pas, quoi, qui... Non. Ok. Oui, les pauvres ont une richesse lexicale plus faible. Oui. Hmm. D'accord. Ok, alors je vais continuer sur mes questions. Il me remet 10 minutes de temps restant, ça me... du coup, il faut Je parle refaire... trop. Si tu veux, on refait une autre réunion. Je sais pas si tu avais quelque chose de prévu après. Non. Ok, cool. Ton compagnon, il Enfin, est au match de l'Algérie? ça gagne? Est-ce que ça gagne? 0-0, c'est la mi-temps dans 2 minutes. Ah, j'entends rien. Quoi? Oui, je suis encore au téléphone. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas crié encore. Ok. Non, non, rien entendu. Mais Non, j'ai j'en même ai pas rien à entendu faire. quand il t'a répondu. Quoi? J'ai même pas entendu quand il t'a répondu. J'entends pas en fait. Mais non, mais il est loin, il y a quand même une porte entre nous deux. Ok. Alors, Ouais. on parle sur un autre sujet. Dans l'un de tes Ouais. posts Instagram, tu parles du pronom personnel Yel. Peux-tu nous parler de l'évolution de ton opinion vis-à-vis de ce pronom et penses-tu que tout le monde devrait l'utiliser? Euh, je crois qu'elle bute. C'est vrai. Ok. Euh, alors, euh, hmm, je suis encore en construction sur mon opinion quant à l'écriture inclusive de manière générale. Ok. Euh, je me suis rendu compte que l'écriture inclusive, en fait, ça a toujours existé. Je pensais que l'écriture inclusive se résumait au point médian et à l'utilisation du pronom yel. En fait, les formes d'écriture inclusive sont multiples. Par exemple, quand on dit mesdames et messieurs, c'est de l'écriture inclusive. Quand on dit, quand on dit celles et ceux ou ce genre de choses et qu'on dit depuis longtemps, c'est une forme d'inclusion de tout le monde. Euh, L'utilisation du pronom yel, pour moi, règle énormément de problèmes. Elle en crée d'autres, mais règle énormément de problèmes. Euh, Utiliser yel en classe de FLE, c'est déjà proposer aux apprenants qui ne se retrouveraient pas dans l'utilisation du pronom il et du pronom yel une possibilité. C'est s'aligner sur d'autres langues qui ont déjà résolu ce problème depuis longtemps. En anglais, il est tout à fait possible d'utiliser d'autres pronoms. Ouais. Pardon? En anglais, c'est they, il me semble. Ouais. Alors, Mm. qui est très bizarre hein, en utilisant, d'utiliser ça. Euh, et c'est montrer aussi à ces apprenants qu'on peut avoir des discussions de société en classe. On peut ne pas être d'accord. Euh, Par ailleurs, il pose beaucoup de problèmes dans son utilisation parce que la langue française est extrêmement genrée. Mhm. Comment on accorde un adjectif avec le pronom yel? Ben, je ne sais pas. Et je suis bien d'accord que tout n'est pas réglé. Euh, on peut aussi utiliser l'écriture inclusive sur l'adjectif. On peut garder le masculin comme genre neutre. J'ai pas la réponse, mais je crois que finalement, la façon dont on accorde l'adjectif, surtout sur les petits niveaux, hein, ce que je dis marche jusqu'au B1 peut-être. Après, je sais que c'est pas possible d'avoir des erreurs comme ça dans une copie de B1 ou de B2. Mais les accords dans du A1 ou du A2, on s'en fiche. Enfin, moi, personnellement, en tant que prof, je m'en fiche. S'il fait des phrases, je suis content. Mhm. Donc, je pense que il est du droit, voire du devoir de prof de FLE de faire des tentatives linguistiques comme ça, de proposer des nouveaux mots, des nouveaux outils à ses apprenants. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions sur ce sujet-là. Et puis surtout,
on- le- la- l'écriture inclusive, elle est encore en construction. On n'a pas la réponse. Moi, j'utilise le point, j'utilise pas le point médian, juste le point. J'écris tout en écriture inclusive dans ma classe. Je travaille avec des enfants qui commencent au CP. Les enfants comprennent. Les enfants sont capables de distinguer l'alternance, ils sont capables de comprendre ça. Donc l'argument de ça rend les choses plus compliquées, franchement, nous, on écrivait tout entre parenthèses, les E entre parenthèses, les S entre parenthèses. En tant que prof, moi, je trouve que ça me facilite la tâche plus qu'autre chose. Hmm. Moi, je suis pas d'accord que ça rend les choses plus compliquées. Après, je pense que j'ai une approche assez globale des choses. J'ai pas la réponse par rapport à l'écriture inclusive. Ça demande en effet, c'est une question de société. Et c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas pour. Enfin, c'est pour ça que ça suscite autant de débats. Parce que c'est une question de société. En fait, c'est pas une question seulement linguistique où on te dit oignon, je l'écris O-I-G-N-O-N ou O-N-I-O-N. Quoique, encore que, il y en a qui se battent pour ça. Mais c'est une question de société. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où on remet plein de choses en question, hyper intéressant. Euh, Vers où on va, ça, je sais pas. Et la question du pronom, c'est vraiment ça. Franchement, j'ai pas d'avis, honnêtement. Je repars sur une question. Oui, On parlait du pronom Yel. C'était une question un peu spécifique, donc un peu difficile ouais, de répondre, mais tu m'as donné ton point de vue qui était intéressant. Alors, moi, je fais partie des nombreuses personnes qui étaient gênées par la féminisation des noms de métiers, jusqu'à la lecture d'un article qui racontait que ces noms de métiers féminins existaient déjà au XVIIIe siècle, en fait, et qu'on a arrêté de les utiliser. Alors ça, c'était la théorie de l'article, hein, mais je trouvais ça pertinent, qu'on a arrêté de les utiliser pour empêcher les femmes d'accéder à certaines sphères de pouvoir. Les mots écrivaine, philosophèse, doctoresse existaient au XVIIIe siècle. Je crois que les rares mots, les noms de métiers qu'on a gardés, en tout cas c'était la théorie de l'article, les noms de métiers féminins sont ceux qui avaient notamment rapport au corps, tu vois, actrice, chanteuse, enfin qui avaient rapport intéressant. au charme de la femme, tu vois. Dans l'art, c'était ça qui était important. Tu m'apprends quelque chose, je savais pas, mais c'est intéressant. Ah, cet article, il était fascinant, moi, ça m'a. Et donc, cet article, il m'a un peu réconcilié avec l'utilisation des noms féminins de métier. Et en fait, de me dire que ça avait déjà été utilisé auparavant, et ben, ça m'a fait me dire, ah, ok, donc c'est pas une nouveauté qui fait peur, c'est un truc qui a déjà été existé, donc c'est acceptable. Euh, mais je sais que euh, pour beaucoup de personnes, l'acceptation de la féminisation des noms de métier est quelque chose d'inconcevable. Euh, et pourquoi, à ton avis, tu penses que... Enfin, déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on devrait utiliser des noms féminins pour tous les métiers quand c'est une femme qui les pratique? Euh, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut utiliser le féminin quand c'est une femme qui le pratique. Je dirais même il faut arrêter d'imaginer que le masculin puisse passer pour un genre neutre. Il y a un podcast qui s'appelle Parler comme jamais, euh, qui aborde plein de sujets de sociolinguistique, donc de linguistique liée à la société. Il y en a un sur l'écriture inclusive et dedans, en fait, il y a un auteur qui raconte une étude qui montre qu'on a demandé aux gens de dessiner, par exemple, on leur dit dessinez-moi des médecins ou dessinez-moi des... voilà, en utilisant le masculin comme genre neutre. Systématiquement, les gens dessinent des hommes. Ok. Donc, même si on n'en a pas conscience inconsciemment, quand on utilise le masculin comme un genre neutre, on imagine des hommes. Ça n'est, c'est complètement, pour moi, faux de penser que le masculin est un vrai genre neutre. Donc, il faut féminiser. Et j'irai même jusque-là, enfin, jusque plus loin encore, je pense que même dans cette histoire de règle de le masculin l'emporte sur le féminin dans l'orthographe et dans l'accord, c'est une règle qui n'a pas de sens. On retrouve des occurrences, même chez les plus grands auteurs, d'accords de proximité, c'est-à-dire que le plus grand nombre l'emporte. Si on parle de 10 femmes et un homme, on devrait écrire elle. Si on énumère plusieurs choses et que la première chose c'est féminin, on devrait
accordée au féminin. Et je pense que ça, c'est une des évolutions de la langue qui va prendre du temps, mais on devrait pouvoir y arriver parce que ça fait partie des combats féministes qui, pour moi, ont du sens. La linguistique est un outil formidable dans le combat féministe. Je pense honnêtement qu'on peut vraiment changer profondément les mentalités à travers cette langue-là. Je pense qu'il faut dire Madame la ministre, il faut dire Madame la maire, la mairesse, je ne sais même pas ce qu'il faut dire d'ailleurs, mais c'est Hmm. pour moi très important. Je me souviens d'un prof à la fac qui avait écrit sur le tableau, elle deviendra un grand avocat. Moi, je lève la main. Je lui dis, Monsieur, qu'est-ce que vous avez écrit là? Il y a un problème. Et il m'avait dit, non, mais c'est un masculin de prestige. Ah, je connaissais pas ça. Ok. Et Waouh. alors, moi, ça m'avait scotché. Et ça veut bien, ça veut tellement dire, Waouh, mon tu vois, Dieu. Ah ouais, ça quand ça en même. dit long. Ok. Waouh. Un prof à la Voilà. fac en flou? Non, 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 je crois que c'était en lettres modernes à Caen. Ok. Hein. Et voilà. Donc, je pense vraiment que ça en dit long et euh, c'est un peu un argument pandorien de dire ah non, 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 il faut surtout pas toucher à la langue parce que si on commence avec un tout petit pas, alors on ouvre la boîte de Pandore et là, c'est parti, le monde court à sa perte et on va aller là, là, là. Non. Le premier prescripteur, c'est quand même l'usage et si les gens n'utilisent pas les règles, ils vont pas les utiliser, quoi. Donc, faut pas Ok. paniquer. Hello la Covid. Quoi? Hello la Covid. Exactement, exactement. La tentative d'utilisation du mot pourriel pour un spam. Ouais. Bah, Non, bah pour non. non plus, hein, tu me diras. Hein. Quoi? Pourriel non plus, tu me diras. Il a pas. Pourriel non plus. Alors que on a des gens qui tentent le divulgacher. Je C'est l'aime en bien Suisse, celui-là. ça, non? C'est pas suisse? Je crois qu'au Québécois, en Québec, ils aiment bien. Et Ah, celui-là, je l'aime bien, tu vois. Voilà. Donc, on peut tenter d'influencer l'usage, mais on ne pourra jamais le forcer dans tous les cas. ok. Ok, ok. Bah, c'est très clair. C'est très clair par Voilà. rapport. Et alors, à ton avis, pourquoi les gens ont autant de mal, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à utiliser des noms féminins, qui te disent autrice, c'est moche. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, hein, je l'ai dit par le passé, autrice, je trouve que c'est pas beau, parce que tu sais, on n'est pas habitué. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter ça? Ah ben, je pense que c'est le fait d'être réfractaire au changement, c'est quelque chose d'universel, déjà premièrement. Je pense que la société est quand même teintée de sexisme profondément et c'est inconscient, hein. Je blâme personne. Et puis, bah, il y a effectivement encore cette idée que la langue est pure et que dès qu'on y touche, on la dégrade. Hmm. Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Ok. La langue française particulièrement bénéficie de cette espèce d'aura qui fait qu'elle est pure et à chaque fois qu'on tente de la modifier, euh, on la dégrade. Ok, alors une dernière question purement linguistique. Comment tu vois la langue française dans 20 ans et puis dans 50 ans? Est-ce que tu penses qu'elle gardera une importance égale à celle qu'elle a aujourd'hui? Plus importante, moins importante? Moi, je sais que, a priori, elle gagnera quelques places au classement des langues les plus parlées. Je crois qu'elle passera troisième ou même deuxième des langues les plus parlées. Mais qu'en sera-t-il de son importance? Et puis même des règles, est-ce que tu penses que le féminin, c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, ou est-ce que tu es plutôt euh, pessimiste par rapport à ça? C'est vrai que enfin, le nombre de locuteurs du français va augmenter encore parce que la population africaine va encore grandir. Et donc, comme le français est une des langues majoritaires de l'Afrique, ben, on va avoir de plus en plus de locuteurs du français. J'ai du mal à avoir un avis réaliste, une opinion réaliste, parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances et de compétences pour analyser ce que sera le français après. Mais par contre, j'ai des petits rêves. Je rêve que, on donne une vraie place à l'Afrique de manière générale dans la politique mondiale et que donc la place de la langue
françaises en Afrique grandissent. J'aimerais vraiment que la francophonie soit non plus une institution un peu guidée par la France pour continuer un espèce de néocolonialisme culturel sur les autres pays francophones, mais plutôt que on ait des vraies institutions avec de la diversité linguistique qui viennent de plein de pays francophones. Ce serait un peu mon rêve, quoi, qu'on ait une académie francophone au lieu d'une académie française, avec des représentants de tous les pays francophones. Mais quelle merveille! Qu'on ait un vrai dictionnaire avec un dictionnaire francophone plutôt qu'un dictionnaire du français, ce Mhm. serait incroyable. Et, j'aimerais vraiment que l'orthographe, qui est une, une invention parfois absurde, je crois que c'est Paul Valéry qui disait le dictionnaire l'orthographe va du grotesque à l'absurde. Il y a énormément de langues, de règles d'orthographe qui n'ont pas de sens. Ok. Ouais, trop bien. Ok, super. Bah, super intéressant. Voilà. Ok, bah après tout ça, comment conclure? À quand le retour en France? Euh, Là, à la fin de l'année. Oui, on va revenir en France enfin, durant l'été. Un petit voyage et puis bon, je pense que je retournerai sur le marché du travail au mois de janvier 2025. Ok, donc Euh, quand même. ouais, ouais, ce serait cool. Bon là, c'est vraiment juste je te raconte ma life, hein, mais C'est bien, ça m'intéresse. ouais. Et, et qu'est-ce que je vais faire après, je sais pas. Un peu de FLE, de la pédagogie, de l'enseignement, c'est sûr. Sous quelle forme, je ne sais pas, on verra. Ok, donc tu sais pas trop si ce sera formatrice. Est-ce que tu reviens à Paris plutôt ou en Normandie? Non, jamais de la vie je retournerai à Paris. Bien raison. Non, je trouve que Paris, non seulement, bon, c'est vraiment bondé, tout ça, mais en plus de ça, je trouve qu'il faut vraiment avoir réussi à bien s'installer en tant que prof de FLE pour réussir à avoir un salaire décent par rapport au niveau de vie exigé. C'est vraiment très très précaire. Enfin, je le vois bien, j'entends, j'ai vu ton post ce matin, j'entends les discours, je vois comment j'étais payée. Je trouve que ah, ça, j'aimerais le dire que s'il y a des profs de FLE qui nous écoutent, si un jour quelqu'un veut se lancer dans la création avec moi d'un syndicat de profs de FLE, il faut qu'on réussisse à se rassembler pour faire entendre nos conditions de travail. Est-ce que ça existe les syndicats inter-entreprises avec des indépendants, etc.? Je sais pas trop comment on pourrait faire parce que finalement c'est international et ça traverse toutes les règles et les lois de tous les pays. Donc ce serait très difficile. Ouais, compliqué. Ouais. Ça m'a fait super plaisir de parler avec toi, c'était hyper enrichissant. Euh, Bah, merci de m'avoir invité. Pour moi aussi c'était très enrichissant, surtout du fait que c'était une première. Et on verra bien ce que ça donne. Mais c'est toujours extrêmement enrichissant de parler avec des collègues, surtout qu'on peut toujours avoir un peu une sensation d'isolement en tant que prof de FLE. Puisque notre réseau est très éclaté, qu'on n'a pas forcément toujours des collègues physiquement autour de nous. mhm. Et je pense qu'on est particulièrement des professionnels curieux de nature. Ouais, Voilà, ouais, complètement. Et si tu veux reparler une autre fois, ce sera avec plaisir. On peut se refaire ça quand tu veux. avec plaisir.